Bonsoir. L'affaire Depardieu fait décidément couler beaucoup d'encre et de salive aux États-Unis. À 2 jours de la cérémonie des Oscars à Hollywood, le comédien français est accusé d'une sordide affaire de viol dont la presse américaine et les organisations féministes ont fait leur cheval de bataille pour mener donc une campagne anti-Depardieu. Malgré tous ces démentis, le comédien français, arrivé au rang de star aux États-Unis, se voit comme d'autres avant lui victime d'une mise à nu de son passé. Thierry Stampfler. Contrairement à la presse française qui respecte généralement la vie privée, les journaux américains ne font pas de cadeaux aux hommes publics. Souvenez-vous de Gary Hart renonçant en 87 à être candidat à la présidence pour avoir menti au sujet de ses relations avec une actrice. Des artistes comme Jack Nicholson, Rob Love ou Roman Polanski ont fait entre autres les frais de la pudibonderie américaine. Les agences de relations publiques hollywoodiennes ont beaucoup travaillé ces derniers mois sur le nom de Gérard Depardieu, après les succès de Cyrano de Bergerac et de Green Card, le premier film tourné en langue anglaise par l'acteur français. L'article de Time Magazine est donc interprété par beaucoup comme un coup bas, à quelques jours de la cérémonie des Oscars. Les propos qui lui sont attribués datent de 1978 et il les a démentis catégoriquement hier. Depardieu, qui tourne actuellement son nouveau film dans l'île Maurice, est très surpris de l'ampleur donnée à cette affaire. Il l'a confié à son agent Claude Davy. Il trouve que tout ça, ce sont des cancans vaseux et que tout ça, finalement, c'est de la merde en bâton, comme il dit. Alors, Voilà. il dément? Ah, complètement. Il dément totalement. Il dément totalement. Je crois qu'il y a eu un détournement de propos. Il a parlé d'une certaine jeunesse qui vivait d'une certaine façon. Mais il n'a pas dit que Gérard Depardieu avait violé qui que ce soit. Afin d'éviter d'éventuelles manifestations féministes, Gérard Depardieu n'ira pas à Hollywood lundi soir pour la remise des Oscars. Reste à savoir si ses chances de succéder à Daniel Day-Lewis au palmarès du meilleur acteur ne se sont pas singulièrement réduites avec cette affaire. Alors, commentaire Henri Chapier, comment analysez-vous toute cette affaire ? Eh bien, il est évident que c'est une affaire de concurrence, c'est clair. Il y avait Kevin Costner, il y a toujours d'ailleurs Kevin Costner, comme principal favori des Oscars et pas Depardieu. Mais ce n'est pas du tout à cause des Oscars que ces affaires ont éclaté. C'est parce que, tenez-vous bien, Eric, on apprend aujourd'hui, on peut le lire, c'est en kiosque, qu'il y a une double page dans Variety, qui est l'hebdomadaire professionnel américain, qui annonce quoi ? Que Gérard Depardieu, notre grand acteur national, va être qui? Christophe Colomb, dans un film de Ridley Scott, le monsieur qui a fait Alien. Vous vous rendez compte de la gifle que c'est pour Hollywood et les autres agents? Car il va découvrir l'Amérique, mais l'autre, celle qui nous laissait espérer autre chose que des radeaux. Alors, qui a intérêt aujourd'hui à salir Gérard Depardieu? Mais absolument tous les agents d'acteurs et tout un milieu. D'abord, il est français, il y en a eu d'autres, Charles Boyer, mais il ne menaçait personne. Mais lui, il parle anglais autrement, il est moderne, et le rôle qu'on va lui confier est immense. Christophe Colomb, quand même, pour l'Amérique, c'est tout un symbole. Et bien ça, ils ne peuvent pas le supporter. Et alors, pour revenir à ce qui a été dit précédemment, ces phrases-là, on est incapable de les retrouver comme la presse les déforme, en conséquence de quoi, les avocats, et ça c'est une dernière minute, les avocats de Rapneau et de Depardieu attaquent illico les journaux américains. Merci Henri Chapier. Autre réaction maintenant en direct, celle de la comédienne Alexandra Stewart qui est en direct à Reims où elle est l'une des invitées des 4e rencontres européennes de la télévision. Quelle est votre réaction à cette affaire? Ça vous surprend? En effet, il semble que ce soit véritablement un cabale d'après une boutade qu'aurait fait Gérard Depardieu. Comme ça, je suppose que tout ça me semble quand même vraiment monté en épingle, si on ne parle plus que de ça. Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas évidemment en tant que femme spécialement pour le viol, peut-être par Gérard Depardieu, oui, à la rigueur, mais sinon je suis peut-être pas une féministe acharnée, mais je suis évidemment contre le viol. Mais je ne sais pas, tout ça me semble une étrange affaire. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Comment est-ce qu'il l'a dit, etc. Mais si c'est comme dit Henri Chapier, l'histoire de Christophe Colomb, la jalousie, Kevin Costner, tout ça, bon, je trouve ça absolument ridicule. Et de quoi parle-t-on?
en effet. Merci Alexandra Stewart. On vous retrouve dans quelques minutes à la fin de cette édition pour parler cette fois de télévision européenne. À tout à l'heure. Merci. En France, les opposants au tracé du TGV Sud-Est suivent toujours les rails de la contestation. Ils ont multiplié aujourd'hui les barrages sur le réseau SNCF et sérieusement perturbé naturellement le trafic ferroviaire. Barrages également sur les routes. Le point de la situation ce soir. Alors, problème apparemment de commentaires sur le reportage donc tourné aujourd'hui par nos confrères des FR3 Marseille, dans les Bouches-du-Rhône comme dans le Vaucluse. J'espère qu'on va maintenant avoir le son avec l'image. Des manifestations anti-TGV Sud-Est. Vu sous cet angle, la Provence est un paradis. Imaginez une ligne de TGV près de ce havre de paix. C'est impensable. Le premier à être de cet avis, c'est le président de la République qui aime à se reposer parfois en fin de semaine dans son mât en Provence. Bien sûr, il n'est pas question de faire passer le TGV par Gordes. Mais parmi les manifestants, beaucoup ont aussi un joyau à protéger. Un joyau d'autant plus précieux qu'il leur appartient. C'est pourquoi ils offrent symboliquement à François Mitterrand, vraisemblablement absent, ces sacs de terre provençale menacés. J'ai un fils qui a 18 mois. C'est le premier enfant né en France après 6 générations. Nous lui avons fait une maison de famille qui est très belle, c'est un mas du 15e. Ça fait 15 ans que nous y travaillons pour y restaurer. Est-ce qu'on va lui laisser une maison de famille qui sera invivable? C'est impossible. Et puis, au-delà du chacun pour soi, il y a la conscience de défendre plus généralement la cause de l'environnement. Une cause qui dépasse largement le cadre de la Provence. On est solidaire avec les gens de la Provence. Ça fait 1 an et demi que nous nous battons pour le TGV Est, pour qu'il emprunte les lignes existantes, avec l'appui des Allemands. Donc pour l'interconnexion du TGV avec l'ICE, nous pensons avoir eu gain de cause que le TGV empruntera les lignes existantes. Cette nouvelle démonstration de force anti-TGV prend cette fois la forme d'une mobilisation plus large des usagers de la SNCF face à la puissance publique. Reste la dimension politique qui était à la base de ce mouvement, rappelez-vous, illustration au pont de Bonpas, les élus de Provence-Alpilles, 3 cantons des Bouches-du-Rhône. Ils accusent le Conseil général du Vaucluse et la mairie d'Avignon, d'un bord politique différent, de vouloir les asphyxier. Voilà donc pour le reportage de Valérie Chénine dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Nous allons maintenant à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où là, à l'inverse, ce sont les usagers du TGV Atlantique qui ont voulu manifester leur satisfaction du TGV pour réclamer davantage d'arrêts entre Vendôme et Paris. Il est vrai cette fois que le tracé ne suscite plus de polémique depuis longtemps. La mystérieuse disparition d'un petit garçon de 2 ans et demi à Mulhouse. Jonathan a disparu depuis 24 heures et la police, après avoir multiplié les recherches, a lancé ce soir un appel à témoins. Sur place, reportage d'Anne Brisulier. Jonathan est cet enfant blond de 2 ans et demi, de petite taille pour son âge, 70 cm, et vêtu, le jour de sa disparition, de bottes bleues, d'un jean et d'un anorak à capuche jaune moutarde. Le jour de sa disparition, c'était vendredi, entre 14h et 14h30, devant ce magasin de la rue du Sauvage à Mulhouse. Ici, celle qui en avait la garde l'a laissé, ainsi que son propre enfant, à la porte de la grande surface, le temps d'un achat. La femme et son concubin, résidant à Huningue, avaient pris le train à Saint-Louis pour venir à Mulhouse en début d'après-midi. À la sortie de la gare mulhousienne, le couple demande le chemin des Acédiques, l'homme s'y rendra, pendant que la femme se dirigera vers la rue du Sauvage. La suite, on la connaît. La police ratissera le quartier jusqu'à 2h ce matin, en vain. À l'étranger maintenant, remaniement ministériel en Irak où le président Saddam Hussein a nommé un musulman chiite au poste de Premier ministre aujourd'hui. Une nomination qui intervient au moment où la situation du pays apparaît catastrophique, aussi bien du point de vue économique et humanitaire que du point de vue politique en raison de l'intensité des combats au nord comme au sud du pays. Commentaire de Sylvie Levet. Il pleut encore sur Nadjaf, il pleut sur toute l'horreur de ces trottoirs. Des corps décapités, des cadavres, beaucoup de cadavres de chiites rebelles qui ont osé défier Saddam Hussein. Les plus chanceux sont embarqués aux côtés des soldats de l'armée régulière. Au bout de leur voyage, un autre calvaire qui ne fait sans doute que commencer. Alors, peut-être pour apaiser les haines, du moins en apparence, le numéro 1 de Bagdad nomme un chiite à la tête du nouveau gouvernement.
Saadoun Hamadi, 61 ans, l'émissaire favori du président pendant toute la guerre du Golfe. Ce remaniement ministériel touche aussi de plein fouet la diplomatie irakienne. Tarek Aziz, un nom sans doute trop associé à l'échec de Genève, à la guerre, perd son siège de ministre des Affaires étrangères. Question. Ce lifting apparent du pouvoir suffira-t-il à calmer l'implosion qui gangrène le pays? Au nord, des Kurdes qui n'en finissent plus de rêver leur indépendance. Plus au sud, sur la longue route qui mène à Bassora, des enfants en train d'hurler leur désespoir, la faim au ventre. En fait, personne n'est dupe, pas même ses enfants. Saddam Hussein conserve les rênes, il reste le chef de l'État, le commandant suprême des armées, le président du Conseil révolutionnaire. Un remaniement au relent amer de dictature. En Afrique maintenant, un nouveau bilan fait état de 80 morts au moins depuis 2 jours au Mali, où les affrontements entre manifestants et forces gouvernementales ont repris aujourd'hui à Bamako après le discours de fermeté prononcé par le président Traoré. Les émeutes, similaires à celles d'hier, ont une nouvelle fois été réprimées avec une extrême violence. Correspondance spéciale à Bamako de François-Xavier Haris. Plus de 80 morts selon la Ligue malienne des droits de l'homme, des blessés par balles qui affluent par centaines dans les hôpitaux de Bamako, une armée qui tire au moindre prétexte. La capitale malienne est en proie à un cycle de violence qu'elle n'avait jamais connu. J'ai compté en fin de matinée 28 cadavres, certains allongés à même le sol, dans la morgue plus que saturée du principal hôpital de Bamako. Selon un médecin, il y aurait en fait 41 cadavres. Les militaires ont tiré hier dans l'enceinte même de l'hôpital, m'a dit le chef du service des urgences et de réanimation, qui a entendu les balles ricocher sur les murs du bloc opératoire alors qu'il est en train d'opérer. Des militaires ont jeté des cadavres d'enfants dans le fleuve hier à Badalabougou, un quartier de la rive droite du Niger, m'a également dit le président de l'Association des droits de l'homme. Lorsque les médecins disent être débordés et avoir besoin d'urgence de sang et d'anticoagulants, comme d'antitétaniques, la foule dans la cour de l'hôpital crie « Nous voulons des fusils, nous voulons venger nos morts ». Surexcitation qui s'ajoute à la chaleur et aux jeunes de ce mois de Ramadan, la situation est très tendue à Bamako. Des gamins d'une dizaine d'années contrôlent les rues, incendient des barricades et harcèlent les patrouilles des forces de l'ordre qui tirent sur elles. À Bamako, tout peut arriver maintenant. Bamako, François-Xavier Harispe, AFP Audio. Et puis en Inde, au moins 7 personnes ont été tuées et plus de 90 autres blessées dans l'explosion de 2 bombes cet après-midi à New Delhi. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans la soirée. À La Réunion maintenant, alors que la majorité des jeunes défavorisés de l'île prônent le retour au calme, les violences se sont poursuivies hier soir. Des groupes de jeunes de Saint-Denis ont jeté des galets sur la maison du directeur de Radio France Outre-mer avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Des coups de feu ont été entendus lors de la manifestation sans que l'on sache s'ils provenaient de tirs d'intimidation de vigiles armés ou de jeunes venus du quartier défavorisé des Camélias. Un porte-parole de la préfecture a déclaré aujourd'hui que la tendance était plutôt à l'apaisement. Et puis de son côté, Madame Danielle Mitterrand a affirmé aujourd'hui à Saint-Denis-de-la Réunion qu'elle ne s'attendait pas, je cite, à trouver un tel état de misère dans un département français. Madame Mitterrand a indiqué que la visite de 3 jours à La Réunion qu'elle a effectuée lui permettrait, je cite toujours, de donner des arguments à ceux qui devront trouver des solutions aux problèmes de l'île. Les messages que j'ai reçus, a-t-elle ajouté, étaient destinés à des responsables et surtout à celui qui a la responsabilité de l'État. Politique en France, un curieux cambriolage secoue aujourd'hui les milieux politiques, précisément à Lyon. Le cambriolage, il y a quelques semaines, de la permanence du RPR Pierre Botton, gendre mais rival aussi de Michel Noir au cours des dernières élections législatives. Ce cambriolage donc aurait été commandité, selon un témoignage, par l'entourage du maire de Lyon. Scandale ou mauvais roman, explication de Charles Sanviti. Une fois de plus... Mon gendre, et je ne souhaite à personne d'avoir un gendre ainsi, soit au milieu de cette affaire. Aujourd'hui, la querelle de famille rebondit. 2 mois à peine, après les législatives partielles de Lyon, mini-séisme sur Rhône. La raison, le 24 janvier, en pleine campagne électorale, la permanence de Pierre Botton, gendre de Michel Noir, candidat dans le 3e arrondissement. Cette permanence est visitée. Aujourd'hui, le montant l'air présumé se dénonce, confession écrite à l'appui. Au parquet de Lyon, il accuse Bernard Sarroca, le chef de cabinet du maire de Lyon, d'avoir commandité l'indélicatesse. La presse locale se déchaîne, Michel Noir, lui, se défend. J'ai pleine confiance en Bernard Sarroca et je dois dire que c'est une affaire qui est vraiment à dormir debout. J'ai lu comme vous ce papier de Lyon Libération ce matin. C'est un truc, vraiment, c'est du mauvais roman policier. Dénégation, le parquet de Lyon, en tout cas, s'est saisi de l'affaire. À lui maintenant de se prononcer sur l'opportunité des poursuites.
Les sports maintenant en Formule 1, le Brésilien Ayrton Senna, déjà maître chez lui, le champion du monde, a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essai d'un Grand Prix du Brésil qu'il n'a d'ailleurs jamais gagné. Senna donc en pole position demain, Didier Chaumont. La pluie pourrait bien jouer demain les troubles faits sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo. Jean Alesi, sur sa Ferrari, en a fait la triste expérience et il n'est pas le seul lors des premiers essais officiels. Des trompes d'eau se sont en effet abattues sur le circuit de Sao Paulo, obligeant les concurrents au changement de pneus fréquents. Ayrton Senna partira en pole position et pour fêter son 31e anniversaire, il espère bien signer chez lui au Brésil sa première victoire. Depuis ses débuts en Formule 1, le Brésilien n'a jamais réussi à vaincre devant son public. Grande déception du côté de chez Ferrari, les Français Alain Prost et Jean Alesi partiront en troisième ligne seulement. Problème de réglage des moteurs Ferrari, il reste encore beaucoup de travail à faire, confié à Alain Prost. Reste maintenant que dans ce duel au sommet, les Williams-Renault de Patrese et Mansell pourraient bien créer la surprise. Et puis en cyclisme, c'est l'Italien Claudio Chiappucci, héros, vous vous en souvenez probablement, du dernier Tour de France, qui a enlevé en solitaire cet après-midi l'épreuve Milan-San Remo, le casque vissé sur la tête, donc pour la première classique de la saison. Chiappucci a fini détaché et il a lâché dans les derniers kilomètres le Danois Rolf Sørensen, que vous avez aperçu sur ces images. Nous allons maintenant rejoindre Laurence Creusot en direct à Reims où se sont ouvertes les 4e rencontres européennes de télévision. Laurence, le fait de société est particulièrement à l'honneur cette année. Effectivement, le fait de société, thème de ces 4e rencontres, de cette 4e édition. Et il faut dire qu'ici, à Reims, ces rencontres ne sont absolument pas un marché. On ne vient pas pour acheter des émissions. C'est le point de rencontre privilégié un peu des réalisateurs de télévision et des réalisateurs de toute l'Europe. On vient voir les travaux de chacun. On a beaucoup remarqué, par exemple, hier et aujourd'hui, la méthode de la BBC pour des enquêtes de longue haleine, par exemple sur le milieu carcéral, ou encore une révélation de la Suisse romande sur la façon dont on traitait les enfants nomades yéniches en 1926 en essayant de les arracher à leur famille. Il y a aussi des reportages beaucoup plus étonnants pour nous Français, comme cette incursion dans l'armée belge. Cela s'appelle la Quilla à Kigali, c'est l'entraînement d'un para-commando militaire avant le départ pour l'Afrique. Je vous propose d'en regarder. Et si vous la voyez ce week-end, vous lui expliquerez aussi que peloton, ça s'écrit pas P-L-O-T-O-N. Pourquoi est-ce que lui nous emmerde tellement alors que les autres sont sympas? Voilà une question. Parce qu'il est la semaine passée où il était comme ça. La semaine passée. Non, la semaine passée il était cool là. Moi ce que j'admets pas, c'est qu'il abaisse sa petite amie comme ça devant tous tes copains. Ouais. Peloton, ça s'écrit pas comme ça. Moi je me demande si c'est écrit ça en photo aussi, tu sais. Mais peloton c'est P-L-E-T-O-N. Ah ouais, n'oubliez pas, le premier sergent dit que j'étais intelligent. Voilà un documentaire vérité chez les militaires en Belgique. Alexandra Stewart, on vous retrouve maintenant aux côtés de Laurence Creusot. Vous êtes membre du jury à Reims, vous êtes une comédienne universelle. L'approche des faits de société est vraiment différente en fonction des pays d'Europe dans lesquels on se trouve? Oui, je pense, tout à fait. C'est ça qui est intéressant justement avec ces rencontres à Reims, c'est justement de pouvoir voir des émissions faites en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Belgique, Angleterre, enfin Canada, enfin à peu près non pas Canada, qu'est-ce que je raconte? C'est pas en Europe. Il n'y a pas le Canada. Est-ce que c'est difficile pour vous de choisir? Ah oui, de toute façon, moi, j'ai déjà un caractère, j'ai beaucoup de difficultés dans les choix, mais je dis toujours, je veux toujours être jury pour pouvoir voir le maximum de choses, de films qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir dans la vie courante parce qu'on est toujours en train de courir. Donc déjà, ça donne cette occasion-là qui est formidable, des choses qu'on a ratées ou qu'on n'a pas l'occasion de voir si on n'a pas, si on n'est pas câblé ou on n'a pas une soucoupe, et de rencontrer les gens qui ont fait ces films, justement de pouvoir parler avec eux, en savoir toujours plus. Mais c'est vrai que demain, ça va être difficile, c'est le choix final qui va être difficile, comme toujours. Merci Alexandra Stewart. Un dernier mot, le jury est présidé par le réalisateur Claude Santelli, et c'est la RAI, la télévision de service public italienne, qui est l'invité d'honneur. C'est ça, absolument. Merci. Avec raison. Merci Alexandra Stewart d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à Laurence Creusot et à l'équipe d'FR3 Reims. Avant de refermer ce journal, très vite, les rapports du tiercé couru aujourd'hui à Enghien. Si vous avez joué l'As, le 2 et le 16, vous avez gagné dans l'ordre 909 francs 60 et le quartet plus en rajoutant le 3, 5551 francs 20.
Dans un instant, la météo complète de Fabienne Amiac. Je vous retrouverai à 22h25 pour Soir 3. Très bon début de soirée.